Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition de notre programme de dialogue avec. Nous sommes vendredi aujourd'hui, vendredi 23 février 2014. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans les annonces, nous allons recevoir Monsieur Mon Carmel Maïnga, étudiant en droit en France, précisément à Metz. Et nous aurons, comme d'habitude, l'équipe du dialogue avec depuis l'Allemagne, depuis l'Espagne, depuis aussi la France. Donc, bienvenue à ceux qui nous suivent, à celles qui nous suivent à travers YouTube, à travers aussi Facebook, à travers Instagram, à travers Twitter. Aujourd'hui, nous allons passer à peu près 1 heure pour découvrir les réalités des études en France à travers Monsieur Mon Carmel Maïnga, que je me mets rapidement à saluer. Bonsoir, Monsieur Mon Carmel Maïnga Ndotoni. Bonsoir, cher père. Voilà, merci beaucoup d'être là. Bonsoir aussi, notre correspondant d'Espagne, l'ami fidèle. Alors, bonsoir, père. Bonsoir, content. Bonsoir à tout le monde aussi. Notre présence encore aujourd'hui. Depuis l'Allemagne, nous avons M. Mamboulou Coutou Fortuna. Bonsoir. Bonsoir, Père Jean-Pierre, et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Mon Carmel. Et puis, bonsoir. Alors, nous avons le missionnaire qui est entré de Bretagne. Bonsoir, professeur Alfred. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Mon Carmel qui est avec nous comme invité principal ce soir. Merci en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver tous finalement. Bonsoir. Alors, merci beaucoup. Nous allons passer ce moment ensemble pour recevoir notre invité principal, Monsieur Mon Carmel Maïnga. Alors, d'abord, une sommaire présentation de vous-même, juste le nom, pour que les gens attendent, même si je l'ai dit, le nom. Et puis alors, d'où est-ce que vous venez? Enfin, à peu près. Et puis alors, nous allons continuer le dialogue. Alors, vous avez la parole. D'abord, merci beaucoup, cher père. C'est pour nous un honneur et un bonheur de passer aujourd'hui dans votre mission Dialogue avec. Et cela prouve à suffisance l'attachement et l'affection particulière que vous avez pour la jeunesse, consubstantielle à votre charisme en tant que jésuite. Et comme vous l'avez dit en liminaire, je suis Mon Carmel Maïnga Ndotoni, originaire de la République démocratique du Congo. C'est là où j'ai fait toute ma scolarité. J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Bettina, secondaire et humanitaire au petit séminaire de l'Info, ainsi qu'au collège Mater Dei. Et ensuite, mes études universitaires à l'université protestante au Congo, de 2014 en 2019, où j'ai obtenu un bac+5 en droit public. Et c'est depuis 2021 que je suis ici en France pour une spécialisation en droit public, actuellement en droit des collectivités et aussi en droit des contrats publics. Alors, depuis 2021, vous avez dit, vous êtes en France. Que signifie pour vous l'essence que vous donnez un peu à ces changements de lieu d'abord? La République démocratique du Congo n'est pas la France et la France n'est pas la République démocratique du Congo. Ces changements, comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, au départ, avant de partir, c'est toujours la joie de quitter la famille, de voyager, de découvrir un pays qu'on a souvent entendu, vu dans des médias. Mais aussitôt arrivé, la réalité s'avérait être contraire à tout ce qu'on entendait de la France. C'était très difficile s'insérer et l'intégration, heureusement qu'il y avait des associations qui nous ont permis de nous insérer dans la communauté estudiantine, mais aussi dans la communauté congolaise. Comme je l'ai dit, j'ai été au petit séminaire, je suis allé à l'internat très jeune, mais je n'ai jamais vécu une telle solitude que je vécu ici en France. Et dans une société très individualiste comme celle-ci. Donc la première difficulté, c'était d'abord la solitude, c'est ça? La solitude, oui. Et alors, la deuxième difficulté? Alors, la deuxième difficulté, c'était plus du côté académique, s'adapter au rythme des études ici en France, la méthodologie surtout, qui est très différente de la nôtre au pays. Vous pouvez un peu décrire qu'est-ce qui fait la différence entre le système, disons, universitaire en France et ce que vous avez vécu en République démocratique du Congo? Alors, le système universitaire en République démocratique du Congo,
comme nous l'avons toujours décrié à travers le temps, il faudrait qu'il y ait un changement, une originalité de notre système. En droit particulièrement, nous avons souvent appris, on nous a souvent enseigné le droit français, bien que pas en profondeur, mais en arrivant sur place, par rapport à la méthodologie, par rapport à la formation, c'était tout à fait contraire. Au Congo, nous recevons plus des enseignants et ici, nous sommes plus appelés à découvrir nous-mêmes. Vous recevez sommairement le thème, le thématique et vous devez le développer et faire de recherches approfondies. Et au Congo, nous ne sommes pas tellement initiés à la recherche. Et il y a aussi le manque de documentation. Nous n'avons pas assez de documentation, pas de bibliothèques fournies. Cela ne nous a pas permis à comprendre les enjeux de ces systèmes et à comprendre, à cerner certaines questions et surtout mieux nous adapter à la méthodologie qui est encore très ancienne au niveau de la République démocratique du Congo. Même si nous voyons la façon dont les épreuves sont organisées et ici vous sentez une différence, nos épreuves au Congo sont plus basées sur la connaissance que vous gobez, vous le reproduisez. Et ici, on va souvent dans la réflexion. Et il faut respecter un plan, un caractère très formaliste. C'est ce qui nous a posé le problème dès le début. Non, vous n'avez quand même pas été dépaysé du point de vue intellectuel, disons, de vous sentir inférieur, par exemple, aux autres collègues de l'université, disons, ceux qui ont étudié directement dans le système français ou européen. Non, non, nous n'étions pas du tout dépaysés. Comme je le disais tantôt, au Congo, nous apprenons le droit français. Dans ma discipline, par exemple, qui est le droit, nous apprenons le droit français. On connaissait certains auteurs, nous avons lu des thèses, des ouvrages des auteurs français. Nous connaissons quand même les fondamentaux du droit français, parce que d'abord, le droit congolais est d'origine française ou belge. Nous connaissons les fondamentaux, nous n'étions pas très dépaysés, mais c'est plus au niveau de la réalité, certaines réalités de la méthodologie qui étaient assez différentes, mais du point de vue scientifique, dépaysé, oui, je l'étais quand même, parce que au Congo, vous sentez que la science vit. Vous êtes au contact de la discussion, vous débattez avec les amis, vous parlez droit au sortir de la fac, mais ici, chacun dans son coin, quand vous finissez le cours, chacun plie bagage, il rentre chez lui, vous vous reverrez demain. Vous voyez qu'au cours, vous vous exprimez que dans le cadre d'une épreuve ou d'un débat organisé, mais cette émulation de discuter du droit dans le couloir, comme nous le faisions à la faculté, à l'UPC, je ne l'ai vraiment pas senti. Ce qui pouvait, en ce sens, je pouvais dire que j'étais quand même dépaysé. Et du côté du nombre, par exemple, d'étudiants dans une salle disons, dans un auditoire, comment est-ce que vous comparez, par exemple, avec là où vous étiez, disons, à l'UPC, c'est l'université protestante oui. Au Congo, je crois, et puis là où vous étudiez maintenant? Quelle est la différence du point de vue nombre d'étudiants dans une salle disons, dans une salle de classe? Du point de vue nombre, ici déjà en Master 1, nous n'étions qu'à 20 dans la salle. Je crois que nous avons fini l'année à 17. Il y a 3 qui ont renoncé. Mais au Congo, en première année de licence, actuellement Master 1 avec le système LMD, nous étions en droit public, nous pouvons atteindre 150 ou 200. C'est ça aussi le problème. La formation est trop globale. Il n'y a pas vraiment de spécialité, puisqu'ici, déjà, dès le Master 1, on prévoit certaines spécialités. Et nous espérons, avec le changement de programme et avec le système LMD au Congo, qu'il y aura plus de spécialisation. Et on verra aussi cette question. Mais aussi, et comme nous le décrions souvent dans nos réseaux, au Congo, c'est tout le monde qui va à l'université. Contrairement à ici, il n'y a pas vraiment d'école de spécialisation sur des métiers précis. Par exemple, ici, il peut y avoir une école de droit, mais au Congo, c'est tout le monde qui va à l'université et vous êtes obligé de vous retrouver nombreux dans des salles. À l'UPC, c'est encore mieux ou à l'UCC, mais contrairement aux universités publiques, à l'INIKI, ils peuvent atteindre dans un auditoire déjà un droit, de première année de droit, 1000, 1200, 1300. Mais contrairement à ici, il y a un nombre limité, il y a une sélection qui s'est faite. Donc, au niveau du master, c'est de la sélection. Vous n'êtes pas tellement nombreux. Nous étions à 20, nous avons fini l'année à 17. Alors, du point de vue coût, donc des frais académiques, il y a aussi une comparaison à faire avec ce que vous
payiez quand vous étiez à l'UPC, à l'Université protestante au Congo, et ce que vous payez maintenant là où vous étudiez à Metz? Alors, il y a une très grande différence. Déjà, l'UPC, c'est une université privée. Ici, à l'Université de Lorraine, c'est une université publique. Avant la réforme, le frais était fixé à 243 € pour tous les étudiants étrangers, donc je crois, de master et des licences, c'était 100 € et quelques. Mais après la réforme, il y a des universités qui ont opté pour la réforme, qui ont ramené les frais à 3 000 ou 2 700 et qui peuvent exonérer partiellement ou totalement certains étudiants au vu de leurs résultats. Et s'ils en font aussi la demande, et ou bien vous payez 3 000. À l'UPC, actuellement, je crois savoir que les frais sont déjà à 1000 et quelques. 1000 et quelques, c'est aussi ça le problème. Donc, c'est tellement cher. Contrairement ici, la première année, moi, j'ai payé 243 €. Donc, au total, vu avec la CEVEC, donc j'ai payé une affaire de 300 et quelques euros. Contrairement à l'UPC, où la dernière année, je me souviens, je crois, à payer 1000 € et quelques, 750 de frais, le frais de dépôt de TFC qui n'existait pas ici ou de mémoire, le frais d'enrôlement, tous ces frais. Alors peut-être que je ne vous coupe pas la parole, c'est quand même spécial un peu, hein, puisque bon, moi j'ai étudié aussi en Europe, payer quand même 200, à peu près 250 €, disons, c'était presque gratuit ça. Je ne comprends pas pourquoi ça. Oui, c'était presque gratuit, comme vous l'avez dit. C'était avant la réforme. Hein, dans les universités publiques, le frais est fixé à 243 € pour le master 1, master 2. Mais si on regarde de côté, c'est le coût de la vie, le quotidien. Vous devez payer un loyer, vous devez vous nourrir, vous devez vous vêtir, vous devez payer des factures d'électricité ou d'abonnement de téléphone. C'est ce qui ramène les coûts avec les prévisions de Campus France, c'est 650 € pour un étudiant congolais en France chaque mois. Mais contrairement, si on ne peut que s'en tenir aux frais, c'est 243 € et 90 € des CEVEC, de contribution de vie en France ici, au total qui fait 340 €. C'est ça le coût. Vous venez de faire allusion au logement. Comment est-ce que vous êtes logé? Vous vous débrouillez pour les logements ou bien dans les campus universitaires? Il y a toujours de logements disponibles dans le campus universitaire. Et moi, particulièrement, je ne suis pas au campus, je suis juste à côté de l'université, dans un logement privé. Mais au campus universitaire, il y a, à travers le CRUS, il y a des logements universitaires, au campus universitaire, à un coût très réduit aussi. À côté aussi, il y a des aides de l'État pour le logement. Il y a vraiment des mesures d'accompagnement pour les étudiants, tant au niveau national, mais aussi au niveau... mais aussi les étudiants étrangers. Alors, merci beaucoup. Nous allons revenir à vous le temps d'aller en Allemagne pour avoir les nouvelles de notre correspondant en Allemagne, c'est M. Fortuna Ekutu. Alors, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Oui, encore bonsoir, cher père, bonsoir à ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont rejoints maintenant. Bon, aujourd'hui, j'ai deux nouvelles qui nous viennent de l'Allemagne. Une est une nouvelle d'il y a 2 jours, hein, c'est sur l'économie allemande. Vous savez que l'Allemagne est considérée comme la locomotive économique européenne. Eh bien, écoutez, le 21 février dernier, le ministre allemand de l'économie, parlant des perspectives économiques allemandes, a utilisé une phrase choquante. Il a dit que la situation de l'économie allemande est dramatique. Pourquoi il a dit ça? Vous savez qu'ici on parle toujours sur base des chiffres. Voilà, donc pour 2024, les premières qui se donnaient l'année passée sur la croissance du produit intérieur brut de l'Allemagne était de 1,3%. Et gardez-vous bien d'écouter ce qui va se passer pour 2024, donc les nouvelles prévisions font état de 0,2% de croissance du produit intérieur brut, ce qui est un coup dur pour l'économie allemande, mais aussi pour toute l'Union européenne, étant l'Allemagne la locomotive européenne. Et pourquoi, attention, ils disent que ça c'est pour 2024. Pour 2025, les prévisions sont de 0,5%, donc une toute petite augmentation
qui pourrait se vérifier s'il n'y a aucune mesure drastique qui est prise, donc d'investissement sur les infrastructures, sur tous les trains qui n'ont pas reçu d'investissement depuis de longues années. Pourquoi l'économie allemande est dans cette situation? Ceux qui suivent l'actualité le sauront, c'est que l'économie allemande bénéficiait des coûts réduits avec le gaz qui venait de la Russie. Avec la guerre en Ukraine, l'économie allemande achète le gaz très cher et ce qui a apporté un coup de massue à la structure des coûts des grands groupes industriels allemands. Voilà, ça c'était un peu la première nouvelle. La deuxième est une nouvelle d'aujourd'hui, hein, ça vient de tomber, c'est la légalisation du cannabis récréatif en Allemagne. Donc, pour ceux qui habitent en Allemagne, à partir du 1er avril, la loi a été votée aujourd'hui par le Bundestag par 407 voix sur 226. Donc, l'Allemagne rejoint les autres nations européennes et autorise l'utilisation, disons, récréative du cannabis. Qui pourra l'utiliser et en quelle quantité? Alors, il ne faudra pas être moins de 18 ans. Donc, à moins de 18 ans, c'est une interdiction formelle. À plus de 18 ans, vous pouvez acheter du cannabis en raison de 25 grammes par jour au maximum. Donc, attention qu'on ne puisse pas vous arrêter avec plus d'autant de grammes par la police parce que ça signifie la prison. Voilà, donc l'Allemagne a légalisé le cannabis et il sera aussi possible, pas seulement d'acheter, mais aussi de cultiver jusqu'à 3 plants de cannabis pour son propre usage à la maison. Voilà les deux nouvelles que j'ai préparées pour vous aujourd'hui à partir de l'Allemagne. En tout cas, merci beaucoup pour ces nouvelles. Et alors, une question peut-être, le cannabis, on produit en Allemagne ou comment? Parce que là, ça pose quand même le problème quand on doit arrêter maintenant les gens qui veulent vendre les cannabis. On produit en Allemagne? Ben, le cannabis, c'est une plante qui peut se produire même dans une chambre, hein. Moi, j'avais une fois dans ma chambre de collège universitaire, on a attrapé un jeune garçon, collègue de l'université, avec sa plante de cannabis dans un armoire. Donc, ça peut se produire avec dans les serres, ça peut se produire, donc c'est pas impossible de le produire. Donc, l'Allemagne a même accepté que le cannabis puisse se produire dans le cadre des entreprises sociales, pas dans le cadre des entreprises commerciales. Donc, avec un peu de terre, avec quelques techniques agricoles, il est possible de produire le cannabis même dans sa chambre. Voilà, une question quand même, hein. Voilà, le problème des réflexions quand on y pense. Bon, ce n'est pas grave. Alors, monsieur Maïnga, qu'est-ce que vous dites un peu après avoir suivi quelques nouvelles disons, d'Allemagne? Un petit commentaire? Bon, je veux plus commenter sur l'inflation, parce que l'Allemagne, c'est juste à côté de Metz, ici, donc je suis à côté d'Allemagne. On avait souvent le bonheur d'aller en Allemagne, faire nos courses, parce que c'est plus moins cher qu'en France, ici, actuellement, notamment l'huile végétale, qui se vend 1 euro en Allemagne. Ici, en France, c'est plutôt 3 ou 4 euros déjà. Et avec cette information, nous verrons comment les choses vont changer. Et ça a déjà commencé en France, surtout en matière énergétique, où le président Macron disait qu'il fallait faire des économies sur beaucoup de choses, de l'eau, l'énergie. Et nous voyons comment cette guerre de la Russie, bien que certains professeurs, certains penseurs estiment que ce n'est pas la cause principale, mais nous voyons les effets se manifestent au quotidien dans nos vies. L'inflation, les choses qui augmentent, les prix, surtout pour nous les étudiants qui vont du jour le jour avec des calculs bien précis. Et nous voyons comment ça serait déjà dur, surtout aussi pour nos camarades étudiants en Allemagne. Voilà, merci beaucoup. Hein. Nous allons revenir maintenant à vous après cette petite pause. Voilà, alors étudiant en France, vous faites le droit public
Et à Metz, exactement, c'est à l'est de la France, hein, pas loin d'Allemagne d'ailleurs. Alors, vous êtes un peu nostalgique de votre pays, la République démocratique du Congo? Oui, bien sûr, je suis très attaché à mon pays, j'y ai vécu pendant une vingtaine d'années. Je suis très attaché à mon pays, même mes études de recherche ce sont des études souvent de droit comparé. Nous pensons toujours à notre pays. Il y a un peu de la nostalgie, oui. Voilà, il faut toujours avoir la nostalgie de son pays. Alors, nous allons revenir à vous, hein, le temps de rassembler l'équipe de dialogue avec, et puis, disons, les correspondants, ils font partie de l'équipe du dialogue avec, et ils vont aussi vous poser des questions, puisque nous avons encore plusieurs volets pour dialoguer. Nous allons maintenant avoir les nouvelles de l'autre côté des Pyrénées. Nous sommes en Espagne, voisin, ou le pays voisin de la France. Alors, Yves Cacha, les nouvelles d'Espagne. Hein. Il ne faut pas manquer de parler, évidemment, du Real Madrid, évidemment. Oh mon Dieu. Bonsoir Père, bonsoir à notre invité. Moi j'ai aimé quand il a commencé à dire que la première chose qui lui a manqué c'était la solitude. La deuxième chose, moi je dois avouer que c'était le foufou de maman. Mais bon, les nouvelles d'Espagne, en tout cas l'actualité est submergée par un incendie qui s'est déclaré hier dans le sud de l'Espagne, à Valence plus précisément, où un édifice de 14 étages contenant 168 maisons, disons appartements, a pris feu. Dans un début, on a parlé de 5 morts et aujourd'hui, dans la soirée, le bilan s'est aggravé. On parle d'une dizaine de morts et d'une vingtaine de personnes disparues. Présentement, il y a une équipe des pompiers qui est en train de faire un deuxième check dans les ruines pour essayer de débusquer s'il y a eu des survivants et s'il y a eu augmentation des pertes en vies humaines. Très important à signaler, c'est que cet édifice a été construit dans les années 2000, donc c'est un édifice assez jeune, mais malheureusement, et dû à la bulle immobilière qu'il y a eu dans l'Espagne des années 2000, surtout dans le sud, il y a eu une forte spéculation où le mètre carré de terrain construit était arrivé jusqu'à 6 000 € pour l'époque, l'équivalent actuellement de presque 8 000 ou 8 500 €. Et donc, on est en train d'essayer de comprendre un peu quelles sont les raisons qui ont fait que ce feu crée une telle dévastation. Et la raison fondamentale, c'est d'abord, le choix des matériaux qui ont été utilisés pour faire la façade. Parce que comme ma déformation professionnelle d'ingénieur revient, ils ont utilisé un matériel spécial qu'on appelle le alucobond. Donc, ce sont des espèces de plaques métalliques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les nouveaux édifices. C'est comme un métal qu'on met sur la façade pour embellir la façade. Et il résulte que entre la partie métallique et l'espace qui est créé entre le mur et la couverture en aluminium, il y a un isolant thermique que l'on met, mais aussi il y a une espèce de substance en polyuréthane que l'on met sur la plaque pour éviter que la plaque ne se déforme. Et la combinaison de ces 3 facteurs a fait qu'il y ait un effet de cheminée entre, lors de l'incendie, ce qui a résulté à que le feu qui s'est déclaré hier à 17h40 ait embrasé tout le bâtiment en moins de 40 minutes. Donc, actuellement, il y a eu une investigation judiciaire qui a été lancée. La ville de Valence a déclaré un deuil de 3 jours. Le gouvernement central espagnol a déclaré aussi un deuil pour la journée du lundi. Et voilà un peu.
Autre information très importante actuellement, c'est que l'ancien joueur du Barcelone, Daniel Alves, a été condamné à 4 ans et demi de prison. Il fait face à d'autres charges et il pourrait passer 12 ans en prison. Il a demandé qu'on lui donne une relaxe parce qu'il a déjà passé il a déjà passé presque 2 ans en prison. Mais vu les risques de fuite, il est très probable qu'il soit obligé de passer toute sa condamnation en prison et qu'on ne lui donne pas la liberté provisoire ou bien la liberté sous parole. Troisième information importante, c'est que je ne sais pas si les Français, eux aussi, ils ont eu cette information, mais on a découvert qu'il y avait dans les téléphones de certains eurodéputés le logiciel espion Pegasus qui volait des informations de ces députés. Et donc, le gouvernement espagnol est en train d'étudier, dans un avenir très très proche, doter tous ces fonctionnaires et tous ces représentants de téléphones de dernière génération pour tout justement essayer d'éviter l'espionnage de la part de puissances étrangères. Autre information, nous allons dans le sport. Le Real Madrid fait face à beaucoup de rumeurs selon lesquelles Modric va quitter le Real Madrid à la fin de la saison et que Kroos aussi est tenté de prendre le large dans le même élan. Et quant au Barcelone, c'est la chute aux enfers, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et nous espérons très rapidement que la Ligue va se terminer pour que nous nous renforcions. Donc, c'est un peu ça les dernières nouvelles. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, Géry, sans beaucoup de commentaires pour les dernières nouvelles. Alors, nous allons encore demander à notre invité s'il a un peu de commentaires, 30 secondes, 1 minute pour commenter les nouvelles qui nous viennent d'Espagne. Alors, Monsieur Mainga, un petit commentaire des nouvelles qui viennent d'Espagne? Hyper, je vais commenter quand même des dernières nouvelles, notamment de l'espionnage des partenaires américains dans nos données des téléphones des députés européens. On parle plus des États-Unis d'Amérique qui auraient des logiciels, bien évidemment, pour regarder tout ce que font les députés européens. Pourtant, les États-Unis est un partenaire privilégié de l'Union européenne. Alors, c'est un sentiment à la fois de confiance et de méfiance mêlés. Et nous espérons l'Union européenne va se doter aussi des armes efficaces pour répondre à ces problèmes. Mais aussi, quant à la dernière nouvelle, M. Yves a oublié de mentionner le probable arrivée de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche. Vous avez plus parlé des départs que d'arrivée. Voilà, ça, je l'ai fait dernièrement. Mais concernant ce que vous venez de dire par rapport à l'Union européenne, une chose est vraie, c'est que entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et ça doit nous ouvrir les yeux, nous, en tant qu'Africains. Parce que si entre les fameux alliés de l'OTAN et les fameux peuples frères, ils s'espionnent de la sorte, à plus forte raison, nous autres Africains devons le faire entre nous, mais aussi vis-à-vis de ces gens. Donc, c'est une interpellation. Merci beaucoup, Yves, pour le nouvelle d'Espagne. Merci aussi pour les commentaires. Monsieur Maïng, vous êtes à la tête, disons, à la coordination du collectif des étudiants congolais de France. Alors, quand vous parlez de la coordination des collectifs des étudiants de France, ça signifie les étudiants qui sont dans diverses universités et dans diverses villes. C'est énorme ça. Parlez-nous d'abord, avant de cette question, quand même, c'est une grande curiosité, puisque la France a plusieurs universités dans plusieurs villes, et c'est quand même une grande responsabilité si vous êtes le coordinateur de ces collectifs des étudiants congolais de France, ou bien en France. Et alors, parlez-nous d'abord de ces collectifs. Alors, le collectif des étudiants congolais de France est né le 28 juillet 2015, créé par 3 membres fondateurs, dont le siège est situé à Paris au 75 003, au 50 rue des Tournelles, composé de 16 associations des différentes villes, comme vous l'avez mentionné,
quasiment les grandes villes. Il y a l'Association des étudiants congolais de l'Île-de-France, de la Lorraine, de Lyon, de Bordeaux, donc de grandes villes, quasiment. Et moi, je suis le coordonnateur, comme vous l'avez dit, du collectif, donc élu par l'ensemble de présidents des différentes associations, de ces 16 associations. Nous avons principalement 5 objectifs, dont le premier est de réunir, de fédérer et de faire collaborer les étudiants de France à travers les associations, donc les associations respectives de chaque ville. Et le deuxième, œuvrer à l'amélioration des conditions des études de Congolais. Et comme nous le savons, quand nous arrivons, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés ici en France. Nous œuvrons à l'amélioration des conditions des étudiants congolais en faisant un plaidoyer auprès des gouvernants. D'abord, le premier interlocuteur, c'est bien l'ambassadeur de la RDC ici en France, bien que ces derniers est très indifférent, mais nous efforçons quand même de pousser, de solliciter aux autorités, non pas à faire la manche, demander des moyens financiers, puisque ça n'existait pas. Et vous le savez, vous, à votre époque, il y avait des bourses. Donc, ce sont la plupart des gens qui ont étudié avec le frais de l'État qui ne veulent pas que nous autres bénéficions des avantages de l'État. C'est assez, vraiment, moi, je trouve très méchant de leur part. Même le moindre effet des demandes aussi subsidiaires, comme la légalisation des actes de naissance, de certains documents à l'expiration de passeport, nous ne recevons pas de soutien du gouvernement et même pas d'accompagnement. Nous nous débrouillons avec les moyens de bord, nous organisons des activités culturelles, scientifiques. Alors ça vous arrêtez, je crois que vous voyez un peu le commentaire que j'affiche. Il y a Espérance CC, hein, quand vous avez parlé de l'indifférence, je crois que là, vous voyez un peu ces emojis pour rire. Bon, c'est vite une parenthèse pour voir que les gens vous suivent quand même, ils manifestent aussi leur point de vue à travers même les emojis. Alors, continuez. Oui, comme je disais, il y a une totale indifférence des autorités congolaises. Il y a quand même au sein de différentes associations de grandes universités, il y a des Congolais qui reçoivent des prix. Comme récemment, l'année dernière, je crois la meilleure moyenne de la France a été attribuée à un Congolais avec 18,5 sur 20 de moyenne. Et il y avait une invitation qui a été adressée à l'ambassade. Aucune autorité n'a répondu présente. Aucune autorité n'était là pour représenter les pays. Et c'est aussi ça le problème. Et nous nous efforçons, en tant qu'association, en tant que jeunes, sans dépendre du pays ou de l'État, à travers nos associations, pour promouvoir certaines activités, tant culturelles, scientifiques. Nous organisons différents événements et activités dont l'activité la plus proche serait l'Agora, la rencontre entre le professionnel, la plupart des anciens qui ont fait des études en Europe et en France, et des étudiants pour les opportunités des stages et les opportunités d'emploi. Et comme je l'ai dit souvent, nous avons des difficultés quand nous finissons les études ici en France. S'insérer professionnellement ici en France, c'est d'abord très difficile, mais aussi rentrer au pays sans garantie. C'est pourquoi vous voyez souvent des jeunes qui cumulent des diplômes, 2, 3, 4 masters, juste à la recherche, pour pouvoir rester le plus longtemps possible ici en Europe. Et il n'y a pas ces cadres, ces mécanismes qui sont mis en place au pays pour un retour et une insertion professionnelle, comme c'était le cas à l'époque de Mobutu, par exemple. En gros, le collectif travaille en collaboration avec 16 associations des différentes villes, des différentes régions, qui ont un président. Moi, de ma part, pour le collectif, nous avons un bureau composé de 6 membres, 3 filles, 3 garçons. Nous travaillons avec ces associations, avec beaucoup de partenaires, tant au niveau de la France, mais aussi au niveau du pays. Il y a ceux qui nous aident à travers de conseils, à travers de moyens, à la promotion de nos activités. Nous espérons que le Père sera aussi un grand partenaire et qui pourra relayer de temps à autre nos informations. De toute façon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Donc, le micro, disons, dialogue avec sera toujours disponible pour vous, puisque notre travail, c'est bien ça, de promouvoir les gens hein, qui font bouger les lignes, comme j'écris souvent, hein, parfois dans l'ombre ou en silence. Et donc, rassurez-vous que nous aurons l'opportunité de faire connaître ce que vous faites et aussi la plaidoirie à travers tout ce que nous publions. Alors, nous allons vous écouter encore, mais nous allons d'abord rester en France, cette fois-ci pour écouter notre correspondant qui était en mission, comme j'avais dit au départ, en Grande-Bretagne, hein, où on a eu la triste nouvelle de la maladie du roi. On espère
qu'il va bien, comme c'est toujours le secret pour les chefs d'État. On ne sait pas si ça évolue, comment est-ce que ça évolue, mais nous allons quand même avoir maintenant les nouvelles de la France avec notre correspondant. Alors, de l'équipe du dialogue avec en France, le professeur Alfred Echango. Alors, vous avez la parole, Alfred. Merci beaucoup. Alors, avant de donner les nouvelles de France, bon, je peux donner les nouvelles du roi. Il a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak la semaine dernière, donc il suit son traitement comme il se doit. Tous les médecins britanniques sont mobilisés autour de lui pour qu'il revienne vite en santé et puis dans les affaires. Donc maintenant, pour revenir à l'information de la France, je voudrais quand même aussi rassurer mon Carmel sur la question de la relation entre l'ambassade de RD Congo en France et les étudiants RD congolais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau de l'ambassade de notre pays à Paris. Maintenant, il y a un nouvel ambassadeur qui vient d'arriver depuis 2023. En décembre, il a reçu la communauté congolaise, ou la communauté congolaise de France l'a reçu à l'ambassade. Il est très à l'écoute de la communauté RD congolaise de France. Donc, Ngoïka Songo Émile, c'est un ancien Parisien. Un ancien de Lingwala aussi, et donc il a fait ses études supérieures, la thèse, à l'université de Créteil, et puis après en économie, il était rentré au pays, il était recteur de l'université de Kinshasa avant d'être nommé ambassadeur. Donc ça, on peut voir après comment votre association peut entrer en contact avec lui. Il vous recevra, il vous accueillera vraiment les bras ouverts. Maintenant, en France, il y a 4 informations que j'ai retenues pour nous ce soir. La première information, c'est évidemment l'ouverture du Salon international de l'agriculture de Paris qui ouvre dès demain. Et normalement, Emmanuel Macron avait prévu de rencontrer, d'organiser un grand débat avec tous les agriculteurs de France. Comme vous le savez, ils sont en train de manifester depuis un certain temps. Aujourd'hui, la coordination rurale a bloqué un peu le périphérique, a amené des tracteurs. Et malheureusement, il y a eu un pataquès dans la communication présidentielle qui a voulu inviter un collectif écologiste que le ministère de l'Intérieur était en train de suspendre. Et ce collectif, ça s'appelle Soulèvement de la Terre, qui a brillé par des actions violentes, et puis, mais qui ne sont pas bien vues par la Fédération nationale donc du syndicat des exploitants agricoles, la FNSEA, qui est le grand syndicat des agriculteurs de France. Et donc, finalement, la FNSEA a refusé de participer demain à ce grand débat. La jeunesse agricole aussi de France a refusé finalement. Bon, piteusement, Macron a annoncé ce soir l'annulation de ce grand débat qu'il aurait voulu organiser demain, mais il se dit prêt à accueillir individuellement les agriculteurs qui voudraient, parce qu'il va passer toute sa journée au Salon de l'agriculture demain. La deuxième nouvelle la plus importante qui marque la vie politique, intellectuelle, c'est la panthéonisation du couple Misak Manouchian et Mélinée, son épouse, avant-hier donc au Panthéon. Alors qui est Misak Manouchian? C'est un jeune arménien qui avait perdu ses parents pendant le génocide arménien de 1915, massacre, génocide perpétré par les armées turques. Il avait perdu son père et une grande partie de sa famille. Et donc, il était resté avec son grand frère et puis sa mère. Et puis, quelques temps après, sa mère mourait. Et c'est comme ça qu'il s'était retrouvé dans un orphelinat en Syrie avec son grand frère. Il est arrivé en France en 1924
Et puis en 1933, il avait demandé la naturalisation française qui lui avait été refusée en 1934. Ensuite, il va s'engager volontairement pendant la Seconde Guerre mondiale auprès des FTP Moy. Et le 21 février 1944, il sera arrêté et puis fusillé par les Allemands. Avec toute son équipe, hein, les 24 qu'il avait accompagnés. Et avant de mourir, les Allemands ont poussé la cruauté jusqu'à leur demander à chacun d'entre eux d'adresser une lettre ultime à l'un de leurs qui serait leur légataire testamentaire en quelque sorte. Et lui, il avait laissé une lettre à sa femme, Mélinée, mais qui va mourir quelque temps après lui. Et juste un petit passage de cette lettre-là que je trouve magnifique, qui fait penser à la lettre de Lumumba à Pauline, hein, son épouse. Il dit ceci: au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. Donc voilà, 80 ans après son souhait de la reconnaissance de la nation, Emmanuel Macron a accompli ce souhait-là en le panthéonisant il y a 2 jours. La troisième nouvelle, mais qui est une triste nouvelle, c'est le meurtre d'une jeune noire française, Maïlis. Elle avait à peine 18 ans. Elle a disparu depuis le 14 février. On a retrouvé son corps le 18 tout récemment dans l'Essonne et une enquête a été ouverte par le parquet pour assassinat. Il y a 6 jeunes qui ont été arrêtés, dont son petit copain, donc on en saura un peu plus. Enfin, une très bonne nouvelle pour détendre un peu l'atmosphère, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille et la qualification de l'Olympique de Marseille, comme je suis fan de l'OM, en quart de finale de l'Europa League et qui sauve l'honneur un peu des clubs français, 4 qui étaient engagés dans cette Europa League. Donc voilà les quelques nouvelles que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup, hein, et félicitations aussi pour Marseille, disons Marseille, puisqu'on venait de limoger l'entraîneur, hein, exactement, l'Italien Gattuso, mais du coup, il y a espoir maintenant que l'équipe va se porter bien, espérons. Mais j'ajouterais, Père, avant que tu continues, j'ajouterais que c'est très curieux parce que l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset, qui a succédé à Gattuso, on l'a chassé quelque part. Il a démissionné justement après la cuisante défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, ce qui a permis à la Guinée équatoriale de gagner la Coupe d'Afrique. Et voilà, ça c'est le destin de la vie. Alors, nous allons voir un peu des commentaires, hein. Disons, il y a Espérance SCC, hein, qui est très, très active là, toujours eux les Allemands, c'est quand elle a suivi les nouvelles données par le professeur Alfred. Et alors, il y a aussi monsieur, un autre fan, hein, il doit être fan de l'OM, monsieur Moins Sakala, hein, qui applaudit pour l'OM. D'ailleurs, il faut dire que c'est à l'OM que joue le capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, que nous apprécions tous. Et alors, voilà, Mbemba, là, oui. Alors, monsieur Maïnga, après avoir suivi le professeur avec les nouvelles de la France, c'est juste un petit commentaire rapidement, comme ça nous revenons à vous et je donne aussi l'occasion aux autres membres de l'équipe du dialogue avec pour vous poser des questions et intervenir aussi après vous avoir écouté. Quel est votre commentaire?
Une fois de plus, merci, Père. Je voudrais demander au professeur si vous connaissez personnellement l'ambassadeur, vous pouvez nous mettre en contact. Peut-être que ça marchera avec vous. Nous avons tenté de l'approcher, nous l'avons approché, nous avons discuté avec lui depuis sa nomination, mais une fois arrivé en fonction, nous avons senti soit il est occupé ou bien il est méfiant. Mais nous espérons qu'en tant qu'ancien étudiant congolais ici en France, qu'il n'aurait pas de méfiance envers des étudiants et nous voudrons l'approcher et pour faire part de certains projets. Nous avons vu nos amis de Belgique où la coordination marche assez bien avec l'ambassadeur qui a initié un fonds social pour l'étudiant congolais. Récemment, nous avons connu un cas de décès. Il y a un étudiant congolais mort à Amiens dans sa chambre. Nous avons tenté d'approcher l'ambassade. Malheureusement, j'ai personnellement son numéro. Il répondait au message, mais depuis un moment, il ne répond plus. Alors, nous espérons passer par vous, discuter avec lui, répondre quand même ces partenariats qui existaient entre le collectif et l'ambassade. Très bien. Allez, merci beaucoup, puisque vous parlez de l'ambassadeur de la Belgique. Vous m'avez proposé aussi, n'est-ce pas, de l'inviter. Espérons que prochainement, il sera l'invité du dialogue avec. Alors, maintenant, nous revenons à vous, M. Maïnga. Quand vous regardez un peu votre collectif, et quand vous regardez vous-même pour vos études, vous êtes venu en France pour acquérir les connaissances et même si vous avez déjà parlé des difficultés au retour, que c'est difficile de vous insérer et d'avoir des postes. Et puis alors, c'était grande différence aussi. Quand on rentre au pays, après un jour, on commence à se plaindre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet, c'est difficile, l'adaptation, ce n'est pas évident. Et même nous autres, quand on passe un peu les vacances, c'est une souffrance. Les premiers jours, surtout les premières semaines. Alors, comment est-ce que vous voyez votre retour au pays avec les autres dans votre collectif? Comment est-ce que vous discutez un peu de ça, les retours au pays pour servir le pays? Comment est-ce que... Voilà, un peu. Oui, Père, nous en discutons très souvent, le possible retour au pays. Il y a ceux qui, bien évidemment, après les études ici en France, rentrent toujours au pays. Il y a l'ambassade de la France qui, pour ses boursiers, pour le boursier de l'ambassade de la France, il y a quand même une voie précieuse pour eux, puisqu'ils l'ambassade est en contact direct avec le gouvernement, qui présente les candidats par domaine et qui sont d'office directement engagés. Ça dépend de vos diplômes. Mais pour nous autres qui sommes venus ici en France avec nos propres moyens, donc nous devons réfléchir doublement comment rentrer au pays. Soit il y a ceux qui rentrent pour entreprendre, chose que nous encourageons à travers plusieurs partenaires qui les appuient aussi au niveau du pays. Il y a ceux qui rentrent pour rechercher du travail. Et je veux même rigoler un peu avec vous. Il y a récemment un doctorant en droit ici qui voulait à tout prix être magistrat, qui a payé son billet, il est rentré au pays, il a passé les tests, le concours de la magistrature et il a échoué. Donc, 1700 € et à le retour pour passer le concours, il a échoué. Donc, comme on le dit dans le jargon quinois, donc il ne savait pas le pouvoir par le passé. Alors, il faudrait y penser, nous y pensons, et c'est très difficile. Il y a quand même certains de professeurs, de docteurs en droit, de docteurs en sociologie dans plusieurs domaines qui sont ici en France avec des diplômes mais qui ne peuvent rentrer au pays parce que d'abord c'est très difficile pour eux de trouver une université où enseigner, si ce n'est que des universités privées. Pour les universités publiques, il faudrait aller à Mbandaka ou l'université publique, je ne sais pas, de Kikwiti, et c'est aussi difficile d'obtenir une nomination. Ils sont encore là en France, mais nous envisageons tous, en tant que Congolais, nous voulons rentrer, construire notre pays et le faire développer à travers le savoir en analysant comparativement ce que nous avons obtenu ici et les réalités sur terrain au pays. Voilà, merci beaucoup, bravo aussi. Il y a madame plutôt, Judith Moukweinema qui acclame vos propos. Je crois que c'est intéressant. Alors, je crois que maintenant, il est temps pour moi de laisser aussi la parole, puisque c'est ça le dialogue, de laisser la parole aux autres membres de l'équipe du dialogue, pour vous poser des questions. Je ne sais pas, parce que c'est lui qui veut intervenir, qui soulève juste la main, et puis on lui donne la parole pour poser des questions à notre invité du jour, M. Mokarmel Maïnga. Alors, qui intervient le premier, c'est notre correspondant en Allemagne, M.
Ekouchouf Mamboulou Fortuna. Allez-y. Voilà, merci pour la parole. Je voudrais d'abord féliciter le collectif des étudiants congolais en France. C'est pas toujours évident de se mettre ensemble. Et j'en sais quelque chose, mais moi j'ai été président des étudiants africains à Vérone, donc j'en connais un peu quelque chose, donc vraiment bravo. C'est juste une petite question qui émerge aussi voilà, de cette conversation. C'est par rapport au long diplôme, aux parcours qui ne finissent pas, surtout à cause de la non-connaissance du marché du travail, d'un choix basé sur l'idée de rentrer un jour au pays. Est-ce que vous avez déjà discuté, avez-vous déjà fait un brainstorming autour de cette question? Comment éviter, comment tuer dans l'œuf ces longs parcours, les longs diplômes qui ne finissent pas? Voilà. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions, peut-être des séances? Bon, je ne veux pas aller dans les solutions, mais avez-vous pensé à ça? Quelles sont les orientations, les différentes pistes que vous trouvez qui pourraient servir à éviter cette multiplication de diplômes, le tuer dans l'œuf, donc même avant que quelqu'un arrive, c'est-à-dire peut-être dans l'orientation. Je ne sais pas s'il y a voilà, vous avez parlé de ça. Merci beaucoup pour la question. Nous discutons régulièrement de la question. D'abord, je dirais au départ, nous n'avons pas tellement de choix. Parce que vous devez postuler, vous avez envie de venir étudier en France. Vous avez le choix dans 7 universités pour ceux de master et 3 universités pour ceux de licence. Il y a ceux qui, dès le départ, veulent seulement venir étudier en France, veulent venir en France, peu importe le domaine. Ils se renseignent en amont. Quel est le domaine où on accepte plus? Non, c'est la biologie. Bon, je vais aller tenter en biologie. Et d'office, il obtient une inscription, il arrive. Et il est contraint, d'abord, pour renouveler ses papiers, de réussir une année académique ou d'étudier, d'être performant au niveau de l'université. Et il pourra continuer dans ses chemins. C'est déjà une erreur, il ne le fait pas par passion, mais c'était juste une option qui lui est venue en tête comme ça. Et après, nous organisons souvent des webinaires, nous organisons des conférences d'orientation, nous essayons d'orienter le plus possible les étudiants avec des professionnels qui sont arrivés avant nous, qui connaissent les réalités du terrain, le marché de l'emploi, permettre aux étudiants de faire des choix objectifs sur le domaine professionnel, le domaine de l'emploi. Admettons, ceux qui veulent rentrer par exemple au pays, il y a des domaines très ouverts ici, notamment l'environnement, l'agronomie, l'agro-pastoral, qui peut vous permettre d'aller entreprendre au pays, mais vous ne viendrez pas en France pour faire des domaines qui ne serviraient qu'à rester en France, où le marché de l'emploi est aussi fermé, qui est un caste réservé vraiment à une classe de personnes. Vous voyez par exemple en droit, je parle plus du droit vu que je suis juriste, vous venez faire le droit notarial ici en France, pour vous envisager rentrer au Congo. C'est pas, vous allez créer un cabinet de notaire au Congo, parce que ça ne fonctionnerait vraiment pas. On n'a pas assez il n'y a pas assez de cabinets d'audit de notaire au Congo. Donc, vous le faites juste pour demeurer ici en France. Même en France, ici, c'est encore difficile, puisque la plupart des notaires, ce sont des familles, des héritiers qui sont des notaires. Génération en génération. Donc, c'est plus difficile pour vous de trouver encore du travail ici. C'est pourquoi nous essayons d'orienter le plus possible. Mais au niveau des universités aussi, il y a un département d'orientation. On peut orienter les étudiants, surtout les étudiants africains aussi, on nous oriente vers des domaines précis. Tout dépend aussi de votre projet professionnel. Et par rapport au long diplôme, c'est une réalité que nous voyons de plus en plus ici. C'est tout le monde qui veut faire la thèse, c'est tout le monde qui veut aller avoir un doctorat, c'est tout le monde qui veut avoir 2-3 maîtrises. Des fois, comme je l'ai dit tantôt, c'est fait par... non pas par ambition, mais c'est fait pour rester le plus longtemps en France. Parce que vous devez avoir une inscription pour renouveler vos papiers. Si vous n'avez pas du travail, vous n'avez pas changé de statut, alors vous vous inscrivez à notre master, vous le faites. Après, c'est encore un autre master. Après, bien, vous allez en thèse. Au bout de 3, 4 ans, 5 ans, vous laissez et puis vous abandonnez. Mais nous vous orientons toujours. Et la difficulté est que la plupart des étudiants actuellement ne veulent plus s'engager au niveau des associations, ne veulent plus se fédérer. Vous voyez, c'est dit aussi à l'image qu'on a vendue de la communauté congolaise au pays.
On interdit aux jeunes, aussitôt arrivés, n'approchez pas des tontons congolais, n'approchez pas des Congolais. Ils sont dans des Nganda, ils sont à Château-Rouge, ils sont ceci ou cela. Mais pourtant, ce sont ces vieux de la communauté qui nous aident parfois à travers certaines informations, des démarches administratives, puisqu'ils connaissent. Et pendant la période de Covid à la Lorraine, moi, je n'étais pas encore là, le président qui était à l'époque était un ami, qui est actuellement en 4e année d'études doctorales, qui m'a dit que c'est la communauté qui a aidé, qui a fait des collectes, des riz, de collectes d'argent, qui a distribué aux étudiants, puisqu'ils n'avaient pas de moyens. La plupart des étudiants qui travaillent dans des supermarchés pour s'autofinancer n'avaient pas assez de moyens. C'est un peu ça, si je peux répondre. Voilà, il faut quand même souligner ce que venait d'écrire Espérance CCC. Moi, je pense que déjà, une faculté comme le droit est très fréquentée par les Français eux-mêmes. Et logiquement, après l'emploi, l'avenir professionnel est plus favorable pour les autochtones. Alors, je vois qu'il y a aussi notre ami Yves qui a une intervention puisqu'il a soulevé la main. Yves? Oui, Père. Écoutez, moi, j'ai deux questions par rapport à notre invité. La première question, je mets dans mon contexte parce que moi j'ai étudié en Espagne et c'est vrai que la communauté congolaise ici en Espagne, la plupart ce sont des gens qui font des cailloux et il y a très peu d'étudiants, donc c'était beaucoup plus facile pour nous de nous mobiliser. Mais la réalité fait que les deux mondes, le monde académique universitaire et le monde que je dirais normal de nos frères, on ne se mélangeait pas vraiment. Et je voulais savoir si en France, vous arrivez à vous mélanger, et si vous arrivez à avoir des points communs, à part les matins et certaines fêtes, mais est-ce que vous arrivez à fusionner réellement et à partager vos expériences, à échanger sur vos expériences? Ça, c'est la première question que j'avais pour vous. La deuxième question, c'était par rapport, si aujourd'hui, je pose une question, prenons par exemple, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient vers vous en vous demandant est-ce que vous conseilleriez à mon fils de faire l'université en France ou bien au Canada, quelle serait votre réponse? Alors, je voudrais commencer par la plus difficile, c'est la deuxième question, par rapport au choix, l'orientation. Si quelqu'un me demande de faire les études ici en France ou au Canada, d'abord, le Canada, comme nous le savons bien, c'est les coûts. Le coût d'abord de frais, qui varie entre 10 000 à 15 000, voire même 25 000 $ canadiens par module, par semestre. Et pourtant, la France, le frais actuellement avec la réforme, c'est aux alentours de 3 900, s'ils ont le moyen nécessaire, notamment 650 € par mois, puisqu'ils seront aussi obligés de les payer au Canada. Ils peuvent faire les études ici en France, mais après les études, l'insertion professionnelle actuellement que nous recevons comme nouvelle est plus favorable du côté du Canada qu'en France ici. Au Canada, ils ont la facilité de s'insérer professionnellement. C'est un pays qui se développe actuellement, bon, développé, mais qui s'ouvre maintenant au monde. Il y a plus d'opportunités dans plusieurs domaines au niveau du Canada. L'insertion professionnelle est plus facile, notamment aussi au niveau des démarches administratives. Hein. C'est plus facile si vous êtes au Canada pour renouveler un titre, par exemple, contrairement à la France ici, où les choses se compliquent du jour le jour. Et pour revenir à la première question, c'est la plupart des associations, puisqu'avant d'être coordonnateur du collectif, j'étais coordonnateur de l'association des étudiants congolais de la Lorraine. Nous voulions aussi œuvrer pour ce rapprochement-là entre la communauté et les étudiants. Il y a vraiment ce sentiment de méfiance. Vraiment, on se regarde en chaîne de faïence. Les étudiants qui craignent le tonton congolais, surtout la plupart des étudiants qui ont ce discours, le tonton congolais. Et de notre côté aussi, on n'est pas très proche de ces vieux-là. Et pourtant, nous avons connu un cas, par exemple, il y a une étudiante qui voulait renouveler ses papiers à la préfecture, mais qui n'avait pas les justificatifs. C'est un aîné et un vieux de la communauté qui lui a fourni ses justificatifs, vu qu'il est entrepreneur. Il est entrepreneur, il a fourni ses justificatifs, il a renouvelé. Même pour le logement, des prises en charge, ils nous les font quand vous êtes au pays. Alors, l'idéal actuellement, c'est d'œuvrer. C'est pas aussi avec tout le monde qu'on pourrait se mélanger ou fréquenter les endroits propres aux membres de la communauté. L'idéal serait d'œuvrer qu'il y ait quand même un rapprochement, puisque actuellement même, nous envisageons une marche au Parlement européen à Strasbourg avec la communauté congolaise. Oui. Nous sommes dans l'implication, nous sommes plus toujours impliqués dans
tout simplement une même cause qui est les Congo. Qui est les Congo actuellement. Nous voulons travailler de plus en plus sur ce rapprochement, mais nous regardons aussi le profil. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec n'importe qui. Vous connaissez les réalités de l'Europe, vous savez comment les gens se comportent deux fois. Ok, il y a monsieur, je crois que c'est monsieur, hein, Renédi Kengamou qui dit 6 mois sans titre de séjour, dossier à la préfecture, souci. Alors, il y a aussi un autre commentaire, c'est toujours Espérance, elle est bien active, elle suit bien l'émission. C'est les tontons congolais qui craignent les étudiants. Banaba français, Bélé. Et voilà, ça c'est un peu de commentaires. Alors, il y a encore quelqu'un d'autre qui. Voilà, prof, oui. Alfred. Oui, oui. Ben, alors, moi, je vais revenir quand même sur le problème de la réinsertion et du retour. Notez effectivement que les choses ont beaucoup changé dans le temps. À l'époque, autour des années, parce que j'avais fait une étude là sur la sociologie au fond de la communauté zaïroise en France, pour voir un peu quel était le profil des générations d'avant et puis les générations qui ont suivi, nos générations à nous, et ainsi de suite. Je constatais à cette époque-là que, les étudiants zaïrois de l'époque qui relevaient du gouvernement congolais, qui venaient étudier en France, en Belgique, etc., quand ils terminaient les études, ils rentraient au Congo, ils avaient des postes directement. Et puis autour des années 90, ça avait commencé à changer. Il n'y avait plus de postes réservés à ceux qui terminaient leurs études. Ça a fait que un certain nombre, évidemment, qui avaient des thèses ou de diplômes du supérieur, ont commencé justement à rester sur place ici en Europe. Et donc, moi, ma question est celle-là de la sociologie, par exemple, dans ce collectif des étudiants. Quelle est la sociologie, justement, des étudiants congolais qui se retrouvent là-dedans? Parce que j'ai l'impression, effectivement, que même par le passé, il y avait plus de profils littéraires, juridiques, sciences sociales, sciences humaines, que, par exemple, le profil scientifique, technique, etc., où il y a plus de possibilités quand on rentre au pays sans plus de difficultés que les autres. Enfin, est-ce que ce n'est pas par rapport justement au profil antérieur chez nous? Il y a le culte, mais voilà, mon Carmel a dit tout le monde veut faire la thèse, mais c'est déjà comme ça au pays. Il y a ce culte de la thèse et puis il y a le culte de l'université aussi. À l'époque, les Je le connais et tout ça, on le voyait. Est-ce que ça a changé avec les jeunes générations actuellement? Et voilà, on vous écoute. Merci, professeur. Je dirais que ça n'a pas tellement changé à partir, comme vous l'avez situé, la période, déjà à partir des années 90, c'est quasiment la même réalité actuellement. Les gens ne rentrent presque plus. Et c'est aussi, comme vous l'avez dit en dernier lieu, par rapport au choix de domaine, puis sont orientés dans les sciences sociales, orientés en droit, Sciences Po, des domaines qui ne permettent pas une meilleure insertion professionnelle au niveau du pays. Mais aussi dans le domaine technique, il y a beaucoup de jeunes qui sont actuellement, qui font le domaine technique, dans le BTP, le bâtiment et travaux publics, il y a l'urbanisme, comme tout récemment le père a cité un nom, j'ai vu Madame Judith Mukonyema qui a fait, je crois, la biologie, qui travaille dans un laboratoire de recherche, mais c'est aussi le problème des cadres au niveau du pays. Nous avons combien de laboratoires de recherche qui permettraient une insertion? Par exemple, elle, dans son cas, la biologie, c'est l'INRB, mais qui ouvrirait des portes pour l'INRB au Congo? Et avoir aussi des contacts. Il y a des physiciens ici qui sont en thèse, en physique, en mathématiques, mais comment ces cadres-là d'insertion professionnelle au niveau du pays? C'est d'ailleurs ça le plaidoyer que nous sommes en train de faire actuellement, approcher le gouvernement pour démontrer qu'il y a des potentiels ici dans plusieurs domaines diversifiés, et ce n'est pas seulement le droit, les juristes, les politologues, mais il y a plusieurs domaines d'importance capitale pour le pays, la physique, géospatiale, ces domaines-là, il y a des gens qui le font ici, mais qui peuvent rentrer au pays. Mais quels sont les cadres appropriés, puisqu'il n'y a pas tellement de laboratoires de recherche, il n'y a pas de société qualifiée pour les accueillir, si ce n'est que... Et d'ailleurs, même,
J'ai croisé récemment un étudiant congolais qui m'a écrit sur LinkedIn, qui actuellement travaille au Rwanda, qui a été recruté dans un domaine vraiment spécial, mais qui travaille au Rwanda. Au Rwanda. Vous sentez qu'eux, ils mettent en place certains mécanismes de laboratoires de recherche, ce que nous voulons aussi pour notre pays, ça permettrait les retours, voire même ça pourrait diversifier le domaine, parce que les gens, ils voient plus les métiers qui s'offrent de caractère juridique, économique, mais quand ils voient d'autres domaines au niveau de la physique, on engage, vous connaissez mieux, à l'époque, avec l'université de l'INILU et tout ce qu'il y avait comme potentiel minier à l'époque, des gens s'intéressaient à ces questions de géologie, des polytechniques, mais si vous allez aujourd'hui à la faculté des polytechniques, à l'UNIKIN, vous trouverez 15, 10, 20 étudiants, ils ne sont pas plus de 50. Et nous pensons qu'à travers nos discussions avec le gouvernement, s'ils veulent, ils peuvent créer ces cadres-là, permettre aux techniciens dans certains domaines, des BTP, des ingénieurs qualifiés, rentrer au pays et vrai pour la nation. Voilà, je crois qu'on a essayé de faire le tour. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait encore des questions de la part de l'équipe. Sinon, nous pouvons peut-être donner la parole encore à notre invité, M. Mocarmel. Mocarmel, c'est très significatif hein, en religion chrétienne, catholique. Mocarmel. Et de dire un peu son dernier. Ah oui, il y a encore, je vois, il y a la main. Oui. Oui, bah, une petite question qui est liée à ce qu'avait déjà demandé le professeur. Je crois que dans le cadre d'un collectif, hein, c'est vraiment aussi vous pousser à faire ce travail-là. Ça serait intéressant, je ne sais pas si vous y pensez déjà, le travail de la sociologie, vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a hein, dans le marché en France, quels sont les nouveaux profils, disons par exemple dans les 5 dernières années ou 3 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé, des étudiants que vous connaissez, hein, peut-être vous n'avez pas accès à tous les étudiants congolais, mais un collectif aussi grand de 16 associations a quelque chose entre les mains, c'est-à-dire les données. Bien évidemment, il faut les collecter, il faut les traiter et voilà, peut-être produire de l'information qui pourrait être utile aussi aux décideurs publics. Vous avez parlé tout à l'heure de la rencontre avec l'ambassadeur. C'est vrai qu'il faut aller souvent voilà, demander des droits en tant que Congolais, mais c'est aussi intéressant de fois quand on va rencontrer des autorités, leur emmener quelque chose. Voilà, voilà ça c'est les statistiques de ce qu'il y a en France les 3 dernières années. Un collectif comme le vôtre, comment vous vous y prenez en fait dans la production des données? Voilà, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup aussi à Keren Ndjilabou qui dit que c'était une très belle émission. Merci aussi de votre participation, Keren Ndjilabou, pour tous ceux qui nous suivent et qui commentent. Alors, oui, c'est très édifiant, dit encore Espérance. Celle-là a été plus active. Alors, oui, alors, dernier mot, en tenant compte de ce que venait de dire M. Fortuna Ekouchou depuis l'Allemagne, hein, vous ramassez alors un peu tout ce que vous avez dit durant ce dialogue avec, et puis vous dites aussi votre dernier mot tout en... On apprécie un peu le temps que nous avons passé ensemble et puis nous allons clôturer. Ça ne sera pas la dernière fois, comme vous avez dit, nous allons vous accompagner. Le monde de l'éducation, ça me tient au cœur. Je vous signale déjà que nous avons des rubriques aussi dans Dialogue avec Éducation. Ça sera tenu par la professeure Karine Njoko, qui est trop prise de ces derniers temps. Elle m'a promis de commencer déjà au mois de mars. Donc, on aura Madame Karine Njoko, qui fait beaucoup de choses hein, pour le renouvellement du corps professoral en République démocratique du Congo. Alors, nous vous écoutons, nous vous donnons la parole pour dire un dernier mot. Oui, merci beaucoup, Père. Par rapport à la dernière question, c'est à la fois c'est plutôt une suggestion qu'une question, parce que sincèrement, de donner des statistiques,
sur ces questions d'insertion professionnelle, nous ne l'avons pas encore fait, bien qu'il existe un guide d'étudiants congolais en France où on oriente, où on démontre quand même par rapport au domaine, quels sont les domaines qui vous offrent plus d'opportunités pour l'insertion, pour une bonne insertion professionnelle. Mais à travers nos partenaires, il y a des mesures d'accompagnement, notamment Almunis, constituées des anciens étudiants congolais en France, qui, à travers ces partenariats, organisent des webinaires, essaient d'orienter les étudiants dans des domaines ouverts encore, dans le domaine professionnel très ouvert, mais nous tâcherons de faire ces données, puisque nous avons commencé par l'enregistrement, nous voulons réenregistrer, savoir nous sommes à combien les étudiants congolais ici en France, et, bon, et qui est dans tel domaine. Donc nous voulons connaître les étudiants et connaître aussi leur domaine, et nous avons déjà lancé ces fiches d'enregistrement à travers nos réseaux sociaux. Chaque jour, les gens s'enregistrent. Mais bon, il y a aussi ces sentiments, comme nous l'avons dit, les gens ne veulent pas trop s'engager. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de mes données? Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Des questions comme ça. Mais ils reviennent toujours vers nous quand ils ont des problèmes, de renouvellement de titre de séjour. Comme on l'a signifié tantôt, 6 mois, ils reviennent, ou bien ils obtiennent des obligations de quitter le territoire français. Ils reviennent vers nous avec des partenariats avec des avocats. Nous essayons de voir comment nous pouvons résoudre ces problèmes. Mais nous continuerons de les faire, parce que moi, j'ai un mandat d'1 année qui expirera au mois d'octobre, avec une possibilité d'un deuxième mandat, sans glissement. Et, nous essayons de poser des bases solides, et qu'après nous, ceux qui viendront, puisque nous, comme je l'ai signifié tantôt, le collectif a commencé depuis 2015, il y a eu des coordonnateurs qui sont succédés, qui ont fait un très grand travail, que nous arrivons jusqu'où nous sommes actuellement. Et nous voulons aussi continuer dans cet élan, apporter notre pierre à l'édifice, ce que nous essayons de faire. Mais merci une fois de plus pour l'idée et nous essayerons de le mettre en pratique. Alors, pour conclure, comme vous l'avez dit, Père, je tiens d'abord très sincèrement à vous remercier, à remercier aussi toutes les personnes qui ont participé. Et c'était très enrichissant comme échange. Je suis très souvent abonné à votre page Twitter et je suis régulièrement, chaque vendredi, je connais le rendez-vous du vendredi, du dialogue avec, je connais quasiment toutes les figures qui se sont succédées dans ce dialogue. Et je vous remercie, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la dernière fois, nous reviendrons un peu plus, peut-être avec l'ambassadeur de la RDC en Belgique, étant aussi une autorité du pays, et mieux comprendre la réalité, qui vous parlera aussi de la réalité dans son pays. Et pour nous, pour le compte du collectif, nous avons plusieurs activités que nous organisons. De temps à autre, nous ne manquerons pas de vous laisser des messages. Toutes les propositions sont les bienvenues, et notamment du professeur qui est avec nous en France, que je tâcherai de rencontrer, à qui j'écrirai. Nous espérons d'un accompagnement de tous les Congolais, mais aussi en cette période où la situation de l'Est nous tient à cœur, nous voulons tous nous unir par-delà des lieux où nous nous trouvons, consolider nos forces pour pouvoir apporter à notre pays ce qui est de plus précieux par notre contribution scientifique, morale, tout ce que nous pouvons faire pour cette cause. Et une fois de plus, merci le révérend Père et merci à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Mokarmel Maïnga. Nous avons pris un peu plus de temps pour participer à cette émission. Je me rappelle encore, il y a 2 ou 3 semaines, quand vous m'avez écrit pour participer à l'émission. Et puis alors, je vous avais programmé à 2 reprises, vous étiez aussi pris. À un certain moment, je voulais ne plus le faire, mais quand même aujourd'hui, on l'a quand même fait. Et merci beaucoup pour ce partage. Je crois que beaucoup de gens ont apprécié. Comme chantait un musicien sud-africain, Lucky Dube, Education is the key. Donc, l'éducation, c'est la clé de la vie et nous allons donc essayer de valoriser l'éducation aussi à travers nos programmes et nos émissions dans le dialogue avec. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Merci beaucoup à l'équipe. Nous formons maintenant une équipe. Et il nous a manqué aujourd'hui, il nous manque encore quelques autres membres de l'équipe, dont Madame Patricia a témoigné avec la pensée du jour. Je crois que mardi prochain, elle pourra être avec nous. Et il nous manque aussi M. Benjamin Babunga, les rappels historiques. J'espère qu'il sera avec nous la prochaine fois. Il y a aussi la rubrique santé avec le docteur Jean-Claude Moulunda,
espérons qu'il sera avec nous. Il y a aussi, de temps en temps, il nous rejoint toujours Benjamin Oumba, qui n'est pas avec nous. Alors, merci. S'il vous plaît, je déposerai aussi ma candidature pour faire partie de l'équipe, pourquoi pas pour une question d'actualité juridique. Alors, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, alors, il y a évidemment aussi, nous avons besoin de plusieurs membres de cette rubrique juridique, puisqu'il y a aussi M. Dipinda qui est maître, qui est en France, et qui est chargé aussi des questions juridiques et tant d'autres. Bon, donc, merci beaucoup, bienvenue. Donc, nous avons besoin de tout le monde. Merci beaucoup, Yves Kacha. On est des adversaires sur le terrain. Barcelone contre Real Madrid. Vous aurez des années difficiles à partir de l'année prochaine, je vous assure. Ça sera un peu difficile. Et voilà, il y a aussi M. Tim Zigachane qui nous remercie. Et puis alors, à part M. Tim Zigachane, merci beaucoup. Continuez à nous accompagner toujours dans le dialogue avec. Et puis, je vois l'autre là qui devrait aussi être avec nous, M. Abou Patriote. C'est vraiment un membre de notre équipe aussi. C'est notre graphiste les logos que vous voyez dialogue avec et que j'ai aussi. C'est lui, c'est vraiment quelqu'un de l'équipe qui nous a accompagnés depuis le début de dialogue avec et quand on faisait seulement encore de space. Merci beaucoup, Monsieur Abou, depuis l'Afrique du Sud. Alors, merci, comme je disais, à Monsieur Yves Kacha pour la fidélité, à Monsieur Fortuna Ekouchou depuis l'Allemagne pour la fidélité aussi, et puis alors notre cher ami professeur Alfred Chango qui nous représente là-bas et qui nous amène aussi d'autres invités. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent participer. Il y a celui qui n'a pas mis son nom, Lecture 02, très belle émission, Cordon. Et ça doit être quelqu'un que M. Maïnga connaît, puisqu'il dit la Cordon, mon Carmel, ce qu'il le connaît. C'est Dorcas, je crois. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde, mais nous allons maintenant clôturer pour aujourd'hui. Nous avons fait 1h et 17 minutes, c'est le temps normal, mais les gens maintenant commencent à nous écrire. Il y a encore Monsieur Christian Boulou. Bel échange, bravo pour l'initiative, mon père. Merci beaucoup, Monsieur Christian Boulou. Continuez à être fidèle aux émissions. J'espère que vous allez participer aussi vous-même. Et puis, c'est tous les jours de vos anniversaires, puisqu'il y a aussi la rubrique anniversaire, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup développé. Venez et nous allons afficher vos messages d'anniversaire. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mon père. Allez, bonne soirée. À bientôt. Tout le monde, voilà. Et merci beaucoup, Monsieur Mamboulou, professeur Chango. Merci, Monsieur Mokarmel Maïnga. Alors, Yves, grand merci. Vous allez retrouver cette émission demain, samedi, à 14h pour la rediffusion. Et puis alors, nous nous retrouvons pour une autre édition, ça sera mardi. D'habitude, mardi, sauf quand il y a des grands matchs, par exemple le Champions League. Normalement, mardi, notre édition de mardi, c'est à 20h30. Donc, c'est le rendez-vous prochain. Entre-temps, comme je l'ai dit, retrouvez cette émission demain à partir de 14h pour la